numéro de C'est le week-end. Toute l'équipe est bien évidemment ravie de vous retrouver. Le temps de cette émission que nous consacrons à la date du 8 mars. Et oui, nous avons fait anticiper les choses. Nous avons décidé d'anticiper les choses et de marquer la journée mondiale des droits des femmes aujourd'hui dans notre émission. L'occasion pour nous de mettre en avant des femmes algériennes, leur rôle ainsi que les missions cruciales qu'elles ne cessent de relever justement au quotidien. Et pour cela, nous aurons l'honneur de recevoir tout d'abord mademoiselle Lamia Mouzaoui, chef de section informatique à l'ANP. Et puis nous aurons aussi avec nous Maya Cherfaoui, maître de recherche et sous-directrice de l'innovation et de la veille technologique. Et puis Wahida Salem Sherif nous rejoindra en deuxième partie de l'émission, comme chaque vendredi, dans sa rubrique Conso Conseil. Et enfin, nous irons en France pour avoir avec nous en direct par Skype Faiza Ben Hadid, professeure des écoles. Elle est également licenciée en histoire et en sciences sociales. Elle s'est également lancée dans l'écriture et bien elle sera avec nous pour nous parler de son parcours et de toutes les belles choses qu'elle a réalisées. Et oui, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui. Les femmes algériennes sont sur tous les fronts. Et bien aujourd'hui, nous allons les mettre en avant à travers cette émission que nous dédions à la date du 8 mars. Et comme chaque vendredi, de la musique avant de recevoir ma première invitée. Et on revient juste après. À tout de suite, restez avec nous.
notre invitée nous a rejoint. Elle est confortablement assise, on l'espère en tout cas. Et il s'agit, je le disais tout à l'heure, du lieutenant-colonel Mouzaoui Lamia. Comment allez-vous? Merci, ça va. Merci, madame, pour l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation au nom des forces navales et à la tête du haut commandement de l'Armée nationale populaire. Très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté, honoré justement notre invitation. Aujourd'hui, nous avons tenu à avoir des profils hors du commun, j'ai envie de dire, dans cette émission pour justement parler de la femme algérienne. On est fiers, tout le monde est fier de la femme algérienne. Et justement, aujourd'hui, un profil que nous avons tenu à avoir avec nous. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes chef de section informatique à l'ANP, mais pas que. Eh bien, aujourd'hui, pour commencer, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail, des missions, justement, quelles sont vos missions au sein du poste que vous occupez aujourd'hui Étant chef section de l'informatique au commandement des forces navales, la mission qui m'est confiée, c'est la gestion de l'aspect numérique de l'information. Cette information qui est bien évidemment véhiculée à travers des réseaux. Donc là, on traite la question du choix des architectures possibles pour la véhiculer et pour trouver les méthodes de sécurisation de ce processus d'interactivité de l'information entre les différentes structures de l'Armée nationale populaire. Aussi, parmi les missions de la section informatique du commandement des forces navales algériennes, et aussi, c'est pareil dans toutes les structures de l'Armée nationale populaire. Là, on traite le volet on essaye de gérer les solutions automatisées possibles qui visent à faciliter le travail dans toutes les structures de l'ANP et surtout gérer bien la donnée temps. D'accord. Donc, le temps aussi est très important dans le cadre du travail que vous faites. Très bien. En tout cas, plein de choses, j'imagine, très intéressantes que vous faites au quotidien. Et ce que j'ai envie de savoir également, quel a été votre parcours? Donc, pour en arriver là, j'imagine que ça a été beaucoup de défis que vous avez relevés avec brio, j'imagine. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce parcours? L'armée a toujours représenté cette combinaison de dévouement, d'abnégation, de persévérance et surtout du courage. Donc, ce sont ces valeurs-là qui m'ont ébloui en tant qu'enfant. Donc, rejoindre l'Armée nationale populaire, c'était toujours un rêve que j'ai pu enfin réaliser. Oui, Donc, vous avez pu réaliser en passant différentes étapes, j'imagine. C'est cette opportunité que l'Armée nationale populaire donne aux jeunes Algériens qui m'a permis de passer le concours pour rejoindre l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierie. Et là, la formation est à la fois académique et psychologique. Donc, il y avait les cours techniques, techniques et scientifiques, et il y avait aussi les stages à caractère purement militaire. Et là, je me rappelle des bivouacs qu'on faisait dans les forêts, dans le désert. Et il y avait ce sentiment d'appartenance à une famille. On était ensemble, hommes et femmes, dans la découverte, dans l'apprentissage de l'usage de l'arme, de la carte, le développement des réflexes. Donc, et surtout, ces poussées d'adrénaline pendant les exercices. J'imagine. Oui. C'est là qu'on a commencé à développer ce sentiment de devoir protéger l'autre, de trouver des solutions en temps réel, de se débrouiller aussi, tout en suivant le développement de la situation. Et puis, c'était la spécialité de l'informatique à l'école militaire polytechnique. Et là, c'est là où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique. Très bien. Et après, ça a commencé mon parcours aux forces navales
navale a commencé. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'informatique et j'ai aussi contribué à la formation des élèves officiers à terre et à bord parce que les élèves officiers aux forces navales font des campagnes d'instruction à bord. Et là où ils essayent de mettre en pratique les différentes données théoriques déjà acquises à l'école supérieure navale. Tout à fait. Voilà, C'est donc plus dur de passer donc à la pratique. Mais c'est vraiment passionnant, J'en doute pas. Et le commandant des forces navales veille toujours et encourage la femme à s'intégrer dans le domaine de la navigation, la défense côtière, et ce sont des domaines qui sortent un peu de l'ordinaire. Tout à fait, tout à fait. Clairement, en tout cas un beau parcours aussi, j'ai envie de dire, puisque vous avez pu et su réaliser des rêves de petite fille. C'est ce que je comprends par votre réponse. Et aujourd'hui, justement, beaucoup de femmes, j'imagine, travaillent avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des femmes au sein des différentes structures de l'ANP aujourd'hui? On ne peut parler du rôle de la femme militaire sans parler du parcours que toutes les femmes algériennes tout au long de l'histoire ont mené. Elles ont, dans maintes reprises, prouvé leur prise de conscience et leur attachement à la terre. Et à l'exemple de Tinhina, de Lalan Soumar et de El Kahina aussi. Qui ont marqué l'histoire. Sans oublier la Moudjahida qui s'est mise en tenue militaire et qui portait le fusil et la grenade avec détermination et bravoure. Tout à fait. Sans oublier le domaine médical, où la femme médecin, infirmière, technicienne et pharmacienne a lutté contre la Covid-19 à côté de l'homme et a sacrifié sa vie juste pour la santé du peuple algérien et son bien-être. Tout à fait. Oui. Elles sont partout. Oui, c'était vraiment un combat très... Oui, la Covid, bien évidemment, elle a marqué une pandémie de 2 ans qui a marqué. Oui, tout à fait. Et heureusement qu'il y a eu justement des personnes, on va dire, qui ont bien fait les choses et qui ont été toujours dans les premières pour faire les choses, pour bien faire les choses. Donc, il faut aussi souligner la contribution de la femme algérienne dans l'économie nationale. Elle est maintenant chef d'entreprise, elle est entrepreneur, elle est dans la production, l'industrie. Et ce volet qui est vivement encouragé par le président de la République algérienne, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a conclu lors de sa visite au siège du ministère de la Défense nationale et a clairement dit que l'Algérie se dirige vers un nouveau système économique. Donc là, la femme, elle a prouvé que où elle est, elle est toujours prête pour assumer ses responsabilités. Elle est là à faire ses preuves et à relever les défis et les challenges. Oui. Et quant à la femme militaire, monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, accorde plutôt une attention très particulière quant à la gente féminine à l'armée et qui est principalement fondée sur le principe d'égalité. Et là, la femme militaire, on peut la trouver, elle a su prendre sa place dans l'armée et elle a su escalader ou affranchir les différents échelons de la hiérarchie militaire. Elle est maintenant générale et général-major. Elle est commandant d'unité, elle est chef de structure, elle est médecin, elle est juge, elle est professeur, elle est chercheur. Donc, elle est un peu partout dans les différentes unités de l'armée nationale populaire. Elle est aussi au bureau et sur le terrain.
elle est à terre et elle est à bord. Oui. Donc, elle a vraiment prouvé qu'elle est capable d'assumer ses responsabilités et d'exercer ses fonctions avec bravoure et dévouement. Tout à fait. On a tendance à penser que certains métiers sont exclusivement faits par des hommes. Eh bien non, aujourd'hui, justement, nous prouvons que tous les métiers peuvent se faire et par les hommes et par la femme. Et vous êtes l'exemple concret. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. J'imagine que c'est aussi un travail très prenant. Qui demande beaucoup de disponibilité, tout comme nous, les week-ends, le soir, les jours fériés. Et donc là, il faut une certaine disponibilité aussi. Oui. Voilà. Tout comme la femme civile, la femme militaire Oui. aussi a su trouver une balance Oui. entre ses obligations envers la famille et entre ses missions à accomplir dans les différentes unités de l'armée. Oui, très bien. Donc, en tout cas, bravo. Et aussi, j'ai une autre information vous concernant. Vous avez travaillé dans la communication, donc vous avez eu une petite expérience, j'ai envie de dire, dans le domaine de la communication. Et vu qu'aujourd'hui, vous êtes là sur un plateau télé, votre première télé, hein, donc c'est un honneur pour nous. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette spécialité? Moi, c'était plutôt la communication graphique, mais j'imagine que c'est presque la même chose du fait que les principes sont les mêmes. C'est essayer de trouver les mots, les illustrations adéquates, c'est essayer de trouver ce canal de communication et c'était vraiment passionnant surtout c'est quand on fait une action et on attend le feedback de l'audience. Donc, et pour nous, les militaires, la communication, c'est un moyen pour renforcer les liens entre le peuple et l'armée. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que vous pensez que le lien, là, j'arrive à l'établir, moi, avec vous? Je pense que c'est automatique. Ah bah super, merci. Et aussi, bien sûr, quand on parle de militaire, il y a la tenue militaire, notre fierté, votre fierté également, j'imagine. Il y a aussi des insignes que vous portez. Vous en portez un, il vous va ravir d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire justement sa signification et la signification des autres aussi? Donc là, c'est le brevet du cours de commandement d'état-major. Et dans l'armée, c'est après avoir achevé la formation fondamentale, on peut bénéficier des formations. Ces formations visent à enrichir nos performances dans le terrain. Et pour le brevet du commandement et d'état-major, Dorous al-Qiyada wal-Arkan. Voilà, c'est pour ce brevet-là, le but est de, comme je l'ai dit déjà, augmenter ses performances dans le domaine de l'opérationnel et tactique. Il y a bien d'autres, voilà, il y a bien d'autres, c'est hiérarchique. Oui, donc, tout à fait. D'accord, très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment, ces informations, en tout cas passionnantes, un domaine qui nous passionne, ça c'est clair. Aujourd'hui, un conseil peut-être que vous pourriez donner à toutes les femmes qui nous regardent, aux téléspectatrices, des femmes justement qui ont des ambitions, qui veulent faire des choses hors du commun, comme on le dit, pas simple. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil aujourd'hui? Madame, je pense que si la femme algérienne Shahida, Allah yarham shuhada, a sacrifié sa vie pour s'opposer à l'occupant. Et si la femme algérienne, la Moudjahida aussi, s'est dévouée pleinement pour son pays, pour voilà, exactement, des causes qui nous tenaient à cœur. Pour défendre la patrie aussi. Oui, voilà. Et si elle a pu vaincre la Covid-19 aussi, et si elle a pu s'intégrer et tenir la mer, si elle a pu exercer les sauts de parachute, parce que si vous êtes, bon, j'imagine que vous êtes au courant, il y a un reportage qui est passé sur la télévision algérienne.
à propos de l'équipe des parachutistes femmes militaires algériennes. Ces femmes-là qui sont très courageuses et dévouées ont appris à faire le saut en parachute. Exactement. Voilà, je pense le sens de combat et du courage est dans les veines de la femme algérienne. Donc, j'imagine qu'aucune chose ne peut faire l'objet d'obstacles ni pour la femme militaire, ni pour la femme civile. Il faut juste s'armer avec de la volonté et de la persévérance. Et il faut commencer avec de little steps, ces petits pas qui sont mesurés et qui vont nous guider sûrement, puisque l'État algérien encourage tout le peuple algérien pour se développer et contribuer au développement de l'État. Tout à fait. Donc il faut croire en ses rêves et avoir une confiance en soi pour bien évidemment franchir les différentes étapes. En tout cas, merci pour ces conseils. En rappelant le programme que vous venez de citer, c'est Wa'aqadna al-Azm. Voilà, c'est en tout cas de beaux reportages qui passent à travers nos chaînes et à travers lesquels on peut découvrir bien évidemment tout ce que la femme au sein des rangs de l'ANP accomplit. En tout cas, merci. Lieutenant-colonel Mouzaoui Lamia, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Bonne fête, Malish, 2 jours ou 3 jours avant. En tout cas, bonne fête à vous et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Très belle chose que nous vous souhaitons. Plein d'autres succès, Inch'Allah. Je vous souhaite, vous aussi, à toutes les femmes algériennes, une bonne fête pleine de santé et prospérité. Et de succès. En tout cas, merci et merci. Inch'Allah, on va vous retrouver pour d'autres occasions. On se fera un plaisir de vous avoir parmi nous en tout cas. Merci à vous. Et puis notre émission continue. Voilà, je le disais, des profils hors du commun pour marquer justement la date du 8 mars. Nous avons décidé de le faire aujourd'hui à travers cette émission. De la musique avant de recevoir nos prochains invités. Restez avec nous, à tout de suite.
voilà une belle chanson pour accueillir mon invité et ma partenaire. Bon, je vais commencer par l'invité. Aujourd'hui, il s'agit de Maya Cherfaoui. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Marhaba bik. Merci donc d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci de m'avoir invité et de mettre en relief la recherche et développement au sein de cette séance. Tout à fait. Donc, vous êtes justement maître de recherche et mais pas que, puisque vous portez une double casquette et justement aujourd'hui, vous allez nous parler de ça. Tout à fait. Donc, je suis sous-directrice d'innovation et de la veille technologique au niveau de la Direction générale de la recherche scientifique, développement technologique du ministère de l'Enseignement supérieur, recherche scientifique, et à la base, je suis maître de recherche au niveau du centre de recherche en analyse physico-chimique, scientifique et technique en analyse physico-chimique qui se situe au niveau de Gusmaïl. Waouh! Donc, vous allez nous expliquer tout ça et nous dire de quoi il s'agit et ça consiste en quoi justement. Et vous êtes là pour ça aujourd'hui, une fierté aussi, puisque aujourd'hui, les femmes algériennes sont représentées à travers cette émission. Et puis, j'accueille bien évidemment ma partenaire Wahida. Comment ça va? Ça va, et vous, Lilia, vous allez bien? Très bien, vous avez passé une bonne semaine? Super, très bien. Très bien, donc ravie de vous retrouver avec notre invité aujourd'hui. Et puis, on va commencer justement à parler de recherche. Donc, tout d'abord, vous êtes maître de recherche. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous parler justement dans quel domaine vous le faites Voilà, donc je suis maître de recherche au niveau d'un centre de recherche technique en analyse physico-chimique, donc dans le domaine des sciences alimentaires, on est actif dans la recherche et le développement. Vous savez qu'il y a deux types de recherche. Il y a la recherche fondamentale pour le développement des connaissances, qui a pour objectif la compréhension des phénomènes, développement des connaissances. Et puis il y a la recherche appliquée, qui a pour objectif de résoudre à des problèmes pratiques. Et pour mon parcours, je suis dans le domaine des sciences alimentaires et mes activités de recherche ces dernières années se sont intéressées justement à tout ce qui est huile d'olive et arômes. Vous savez que l'huile d'olive occupe une place importante au niveau de l'alimentation humaine et au niveau méditerranéen. Et puis, donc, elle est surtout appréciée pour ses qualités nutritionnelles, c'est bien fait pour la santé, mais aussi pour son goût et ses arômes. Et c'est ça qui va déterminer l'acceptabilité du consommateur. Pourquoi on va acheter une huile plutôt qu'une autre, c'est surtout le goût. Et puis il y a tout un phénomène, en fait, l'arôme est dû à des composés volatiles qui sont formés, qui vont donner qui sont responsables un peu de ce goût. C'est ce qu'on appelle des composés volatiles. Et ils sont générés, justement, on va comprendre ce phénomène au niveau au niveau de la science. C'est ça. Donc, si vous voulez, je continue. Oui, bien sûr. Vous parlez d'huile d'olive. Je me suis rappelé que justement, il y a une huile d'olive qui a été primée, qui a eu une médaille d'or pour un concours méditerranéen. Donc, nous avons une bonne huile d'olive et il faut justement. Tout à fait. Donc, dans mes activités de recherche, justement, on comprend on essaie de comprendre ce phénomène que, en fait, ces composés volatiles sont générés par une voie enzymatique qui s'appelle la lipoxygénase, qui va intervenir dès la rupture des parois cellulaires, c'est-à-dire lorsqu'on va écraser l'huile pour extraire l'huile. Et ces composés, en fait, la concentration de ces composés volatiles va dépendre de la concentration, de l'abondance et de l'activité de ces enzymes. Et dans le cas de l'abondance et de l'activité de ces enzymes, il y a différents facteurs qui vont intervenir. Il y a les facteurs génétiques en fonction des variétés, ça peut être la même chose, les facteurs environnementaux, agronomiques. Et justement, dans notre étude, on a étudié ces différents facteurs pour évaluer la concentration et la qualité de ces composés volatiles au niveau des huiles d'olive. D'accord, très bien. Donc ça, c'est le thème, on va dire, de recherche. Et vous êtes aussi sous-directrice de l'innovation et de la veille technologique. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que constitue justement cette deuxième casquette que vous portez? Alors, il faut resituer. Donc, je suis sous-directrice d'innovation et de la veille technologique au niveau de la Direction générale de la recherche scientifique et développement technologique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il faut savoir que la DGRSDT a pour mission principale, c'est de mettre en œuvre la politique nationale de façon collégiale et intersectorielle. La politique nationale en matière de recherche scientifique et développement technologique. Il y a 4 directions et moi, j'appartiens à la direction du développement technologique et innovation. Alors, au niveau de cette direction, pour synthétiser, notre mission, c'est la valorisation, de mettre en place des mécanismes pour valoriser les travaux de recherche vers le secteur socio-économique. Et il y aura différents outils et des mécanismes de transfert qui vont être mis en place
vers le secteur socio-économique pour favoriser le partenariat entre le monde académique et le monde socio-économique pour que les travaux de recherche ne restent pas au niveau du laboratoire mais au profit du secteur. Et donc il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en œuvre et on met le suivi. Après, par exemple, c'est la loi de la recherche qui met en place ces différents mécanismes. Par exemple, il y a différentes plateformes technologiques, des plateaux techniques qui ont été mis en place, les incubateurs, différents outils, des programmes, par exemple les équipes mixtes de recherche, les laboratoires mixtes de recherche qui associent un partenaire du monde académique avec un partenaire du secteur socio-économique justement pour renforcer ce lien-là. Et pour ma part, au niveau de mission de ma sous-direction, notamment l'innovation et de la veille technologique, c'est principalement justement de promouvoir l'innovation, les brevets, parce que vous savez qu'au niveau de la communauté scientifique, le réflexe, c'est plutôt les publications. Donc, il faut les sensibiliser justement à cet aspect brevet et à exploiter les brevets au niveau du secteur socio-économique également. Donc, et puis, il y a aussi d'encourager la mise en place de cellules de veille technologique au niveau des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Des activités, par exemple, on apporte notre soutien, c'est une orientation de notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, notre soutien au profit des étudiants diplômés venir justement ce que vous pour la création d'entreprises justement innovantes et par exemple, on organise des concours nationaux et on les accompagne après dans leur accompagnement de leurs projets. Voilà. D'accord. Et justement, comment se fait le choix des thématiques Au niveau, il faut savoir qu'au niveau de la recherche, il y a un développement et actuellement, c'est une orientation aussi de notre gouvernement, il y a 3 thématiques de recherche qui ont été priorisées. C'est la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité énergétique. Et d'ailleurs, on peut le voir au niveau des programmes nationaux de recherche. Justement, dernièrement, ils ont été, les résultats ont été mis... on les a connus, voilà. Et donc, c'est des programmes nationaux de recherche qui associent justement un partenaire académique avec un partenaire socio-économique obligatoirement pour répondre à une problématique du secteur socio-économique. Après, il y a différentes challenges qui sont organisés auprès des étudiants pour les accompagner dans la création de start-up. Après les thématiques, tous les universités, enfin les incubateurs, on encourage au développement de ces types de concours. Après les thématiques sont variées selon, en fonction des spécialités. Voilà. Aussi. Dernièrement, justement, il y a le Centre de recherche en environnement qui avait lancé le challenge dans les thématiques de l'environnement qui est très important. D'accord. Et donc, aujourd'hui, les étudiants, on va dire, s'orientent, qu'est-ce qui les intéresse le plus, justement? Alors, il me semble qu'au niveau, puisqu'on est au niveau, on parle du 8 mars et de l'importance de la femme, il me semble qu'au niveau, donc on peut remarquer qu'il y a un intéressement plus particulier aux métiers scientifiques et les étudiantes s'intéressent plus à la progression de leur carrière. Donc, il me semble qu'au niveau parité, il me semble qu'il y a une parité au niveau des inscriptions. On est entre étudiants et étudiantes. Les bacheliers, il me semble qu'il y a une certaine parité au niveau de les inscriptions, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Après, il y a les orientations, les disciplines. Elles vont s'orienter, les femmes s'orienteront plus vers la biologie et la médecine, plutôt, et elles sont sous-représentées dans tout ce qui est mécanique et mathématiques. Après, pour vous donner quelques chiffres, notamment tout ce qui est chercheurs permanents. Chercheurs permanents, ce sont les chercheurs qui font de la recherche à temps plein, c'est-à-dire au niveau des centres de recherche. Il y a actuellement environ 30 centres de recherche que ce soit au niveau de la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou hors secteur. Et la représentativité des femmes, elles sont à peu près de 36% par rapport au nombre total de chercheurs. Après, les disciplines, ça va être plus les sciences de la nature et de la vie, les sciences fondamentales, les sciences humaines et sociales. Il y en a un peu moins au niveau de tout ce qui est informatique, mathématiques. Oui. D'accord. Et puis, il y a aussi, vous parliez tout à l'heure d'incubateurs.
Donc, comment se fait justement le suivi avec ces jeunes qui Tout à fait. Il y a actuellement 14 incubateurs au sein des incubateurs au niveau des établissements d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et il me semble qu'il y en a 28 encore qui vont être en cours de réalisation. Donc, c'est une enceinte qui leur permet de les accompagner au niveau du coaching, pour établir leur business plan, au niveau de formation, pour trouver des financements. Voilà. Donc, ça s'est avéré se sont avérés vraiment des véritables locomotives en matière d'accompagnement et d'accompagnement de porteurs de projets. Il y a à peu près 135 projets incubés au niveau des incubateurs. Et il y a eu création de près de 8 startups au niveau par le biais de ces incubateurs et aussi au niveau des brevets. On a vu que les brevets émanant des porteurs de projets, il y a vraiment cette sensibilité. C'est une étape primordiale puisqu'il est important de protéger son invention avant de la divulguer et de la communiquer. Et donc, il y a eu, comme cette année, il y a eu près de 73 brevets déposés en 2021 par les établissements d'enseignement supérieur de la recherche et des centres de recherche, tout compris. Et puis, il y a les incubateurs de l'université de Msila et de l'université d'El-Oued qui ont fait une forte remontée cette année au matière de brevets. Très bien, on va continuer en tout cas à en parler parce que c'est très intéressant. Nous allons justement parler des procédures pour aller, on va dire, inscrire son invention ou son brevet. Vous allez nous donner plus de détails. Mais juste avant, je l'avais dit tout à l'heure, un Skype nous attend. Nous allons aller du côté de la France pour avoir avec nous Soumeya Mahdoud. Est-ce que vous nous entendez, Soumeya? Oui, je vous entends très bien. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, très bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, une émission que nous dédions aux femmes algériennes un petit peu partout, ici en Algérie et bien évidemment à l'étranger, au sein donc, de notre communauté qui réside à l'étranger. Donc, on va un petit peu parler de votre parcours. Vous allez partager avec nous votre parcours. Tout d'abord, vous êtes professeur des écoles. Tout à fait, oui. D'accord, mais juste avant, vous avez eu bien évidemment, vous êtes licenciée en histoire et en sciences sociales, c'est ça? Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Les sciences de l'éducation. L'éducation. Voilà, donc à travers mon parcours scolaire, j'ai eu à faire beaucoup de rédactions. Oui. Et puis, toute jeune déjà, à l'école, on nous faisait des ateliers d'expression écrite où il fallait respecter des règles de grammaire, mais aussi faire place à l'imagination pour raconter des histoires. Et c'est une chose que j'aimais beaucoup faire. D'accord, très bien. Et puis ensuite, vous vous êtes mise à l'écriture et vous avez bien développé, j'ai envie de dire, ce savoir-faire et cette passion, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, je commençais à écrire des petites parties comme ça, parfois sur les réseaux ou sur des blogs personnels, à mettre des petites histoires courtes ou bien des émotions, ce genre de choses. Voilà, et en fait, cette histoire-là, elle est née de la même façon. J'ai écrit plusieurs parties de cette histoire pendant plusieurs années. Et donc, j'avais l'habitude d'envoyer à mes amis ce que j'écrivais. Et en fait, ils m'ont demandé d'en faire une histoire. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et justement, la première partie, j'ai envie de dire, de votre roman est sortie en septembre dernier, n'est-ce pas? Oui, je me suis auto-éditée, je me suis éditée toute seule. Voilà, j'ai pas démarché parce que c'était pour justement à la base, c'était pour les personnes qui avaient suivi le début et qui m'avaient dit qu'ils aimeraient me lire. Et donc moi, j'avais fait créé un contenu numérique où les gens pouvaient lire l'histoire, mais c'était pas accessible à tous. Donc on m'a demandé si un support papier était possible. Et étant donné que je venais d'avoir un bébé, j'avais repris le travail, je pouvais pas vraiment me lancer dans un démarchage des maisons d'édition. Mon illustratrice, que je salue, Louise Al-Hossi, m'a présenté une maison d'édition qui imprimait aussi. Et donc, je me suis auto-éditée, pour partager l'histoire à ceux qui le voulaient, qui l'avaient demandé. Très bien. En tout cas, nous sommes en train de découvrir de belles images à travers l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Vous êtes aussi attiré, j'ai envie de dire, par le dessin.
Oui, aussi. Mhm. En fait, moi, ce que j'ai toujours aimé, imaginer ce que j'écrivais, Mhm. ou quand j'écoute une musique, j'aime bien me visualiser les choses. Et donc, je me suis dit que pour mes lecteurs, mes potentiels lecteurs, c'était à peu près, bah, ça pouvait être la même chose. Oui, Et mhm. donc, je ne me voyais pas écrire quelque chose sans illustrer. D'accord. Et c'est pour ça que je voulais que les héroïnes, par exemple, soient visibles, qu'on puisse pas que l'imaginer, mais qu'on puisse aussi la voir, la connaître pour, Mhm. physiquement, pour peut-être s'associer à elle ou peut-être se sentir plus proche. Les décors, pour moi, c'était vraiment important de Important. pouvoir représenter Alger, de pouvoir Mhm. présenter des scènes de la vie quotidienne Oui, que j'écris. Et donc, c'est pour cela que j'ai fait appel à une illustratrice. Je voulais que ce soit une femme et qu'elle soit algérienne. Et on d'accord. s'est très vite compris et ça a donné de très belles choses qui ont beaucoup plu. Tout à fait, en tout cas de belles illustrations que nous venons de découvrir à l'instant. Et puis vous avez aussi, vous êtes aussi active, j'ai envie de dire, à travers les réseaux sociaux, à travers votre page Soumisha Auteur. Donc qu'est-ce Oui. que vous pouvez nous dire aussi à propos de cette belle aventure, n'est-ce pas? Eh ben, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient, bon, au départ, qui avaient un goût pour la lecture et puis d'autres non. Et Mhm. qui, par le fait que j'ai écrit quelque chose de simple et puis enfin, le récit est assez facile, amusant, se sont mis à lire aussi. J'ai connu beaucoup de personnes à travers cette Mhm. aventure, comme vous dites. Ça m'a Oui, été suggéré par une Instagrammeuse qui s'appelle Instawanza. oui, Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, ça m'a permis de faire vivre mon travail à travers les réseaux oui. et voilà, de rencontrer les gens qui avaient lu ou qui voulaient lire. C'est ça. Et ça nous a aussi permis de vous retrouver et de Tout vous à avoir, fait. et de vous avoir aujourd'hui avec nous. En tout cas, ce fut un plaisir. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets, Soumeya? Déjà, la deuxième partie qui est Oui, attendue avec impatience. on a hâte en tout cas. C'est gentil. Et puis j'espère en fait continuer dans cette saga d'histoires de femmes. C'est des histoires qui peuvent nous ressembler, qui peuvent ressembler à notre sœur, à nos voisines. Voilà, j'ai envie de dépeindre Mhm. la femme algérienne dans tout ce qu'elle a de meilleur. Et voilà. Tout à fait. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Et un dernier mot peut-être, un petit message aux personnes qui vous regardent cet après-midi en direct sur Canal Algérie. Eh ben, je vous salue tous Mhm. et je salue toutes les femmes algériennes. La femme algérienne est une femme courageuse. Il faut surtout pas se limiter. Lorsque on a envie de faire quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Mhm. Et tout le monde, enfin, on a tout du potentiel et il faut l'exploiter, il faut le mettre à profit. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Il faut vraiment se donner le courage et les moyens de faire les choses qu'on a envie de faire. Très bien. En tout cas, merci pour ces belles paroles, pour ces beaux conseils. Une question que j'ai pas posée, vous vivez dans quelle ville exactement en France? On n'a pas précisé aujourd'hui. Ah, moi je suis en région parisienne. D'accord, très bien. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous, Partagée. Soumeya. Nous vous embrassons. On embrasse aussi votre petit ou petite. Voilà. Petite. Très bien. En tout cas, Avec Rabbi يحفظها لك. Et puis, n'hésitez pas à passer nous voir quand vous serez de passage à Alger. On se fera un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. avec grand plaisir. Très bien. Au revoir, Soumeya. Donc, Au Soumeya revoir. Mahioud, Merci. Oui. on rappelle, qui vit en France et qui partage avec nous aujourd'hui son amour pour l'écriture et les belles phrases ou les belles paroles, pourquoi pas. En tout cas, c'est très beau ce qu'elle fait. N'hésitez pas à la suivre à travers sa page Soumisha, auteur sur Instagram. Et on continue avec notre invitée, Maya Cherfaoui. Donc, on parlait des étudiants, des projets, justement. Comment faire aujourd'hui pour aller protéger son innovation? Alors, vous parlez des brevets en fait. Oui, c'est ça. Pour aller déposer un brevet Voilà, ça se et fait. protéger Voilà, son il est projet. important de protéger son invention Tout à avant fait. de créer sa start-up ou même au niveau du transfert à un partenaire socio-économique si on veut vendre
son invention, il faut déjà la breveter. Et puis ça se fait au niveau de l'INAPI, l'Institut national algérien de la propriété industrielle, qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Donc il s'agit de... C'est un dossier administratif à déposer pour protéger son invention. Mais le tout, c'est vraiment la partie rédaction du brevet qui est assez... c'est différent d'une publication. Donc il faut toute une réflexion là-dessus pour rédiger son brevet. Et puis il y a au niveau des établissements d'enseignement supérieur de recherche ce qu'on appelle les CATI, les centres d'appui à la technologie de l'innovation, justement qui accompagnent au niveau de cette étape-là, déjà de voir au niveau des bases de données brevets, voir s'il y a des... Oui, ça existe. De vérifier si ça n'existe pas. Voilà. Et puis, il les accompagne aussi à la rédaction de brevets. Alors, il y a 3 critères pour avoir un brevet. Il me semble que c'est la nouveauté. Voilà, c'est ça, que l'idée soit innovante. Voilà. Et originale. Il me semble qu'il ne faut pas divulguer son invention. Et puis, la 3e, c'est susceptible d'application industrielle. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit reproductible au niveau industriel. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour ces conseils. Pour toutes ces informations plus tôt. Et aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner justement à ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer dans ce domaine? Eh bien, la science, recherche et développement est ouverte à tous les talents. Après, c'est le travail qu'il faut fournir pour atteindre nos objectifs. Donc, il faut viser des objectifs et essayer de les atteindre. Beaucoup de courage et de la persévérance. C'est ça. Très bien. En tout cas, merci Maya Cherfaoui d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour toutes ces informations et pour ces beaux conseils, bien évidemment, que vous partagez aujourd'hui avec nous. Et restez avec nous puisque l'émission continue avec Wahida. Comme chaque vendredi, elle nous propose une jaoula. On va voir où est-ce qu'elle va nous emmener cet après-midi. Alors, Wahida, aujourd'hui, où est-ce que vous nous emmenez avec Maya Cherfaoui et moi? Préparez-vous, on va partir les filles, on va voyager à partir de nos places. Donc, je vous emmène aujourd'hui faire une jaoula à la wilaya de Boumardès. Nous sommes juste là, à côté d'Alger. Donc, c'est une ville côtière. Tout le monde connaît Boumardès, de par ses plages, ses forêts, mais aussi ses criques sauvages qu'on ne connaît pas spécialement et qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, on commence par la plage la plus connue, c'est la plage Srerat, ou comme on l'appelle, les Boumardessiens l'appellent Srerat. C'est par rapport à, voilà, c'est Srerat. Donc, Srerat veut dire des petits rochers qu'on voit là. Donc, une magnifique plage avec une mer toujours calme et il paraît qu'elle est tout au long de l'année elle est chaude, donc à essayer, à tester. Belle couleur aussi, très belle couleur de l'eau. Voilà. Ensuite, on a le port de Zemmouri. Donc c'est l'un des plus vieux ports de pêche au centre du pays. Là où on peut chaque jour aller faire ses courses, acheter du poisson frais. Donc on a plusieurs sortes de poissons qui sont proposés par les pêcheurs. On a Cap Dinnet, la station balnéaire connue pour son nom turquoise. Mais l'été dernier, on a beaucoup entendu parler de Cap Dinnet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des dauphins. Oui, il y a eu une visite des dauphins qui ont été faire un petit coucou. Tout à fait, on a pu découvrir ça à travers les réseaux sociaux. Exactement. Des personnes qui ont partagé. Oui, et à Cap Dinnet, à Boumardès, il n'y a pas uniquement les plages, il y a aussi des forêts. Il y a la forêt... comment ça s'appelle? Shahbet al-Amba, il faut ne pas le trouver. C'est Shahbet al-Amba. C'est une forêt où on peut aller faire un pique-nique ou tout simplement faire une petite randonnée en famille ou entre amis. Il y a le barrage de Mahan. Le barrage de Tnia, c'est une retenue d'eau qui se situe au sud de la ville de Tnia. Aussi un lieu où les randonneurs se donnent rendez-vous souvent pour passer un week-end, tout simplement passer une journée agréable entre amis ou en famille. Et pour finir, la ville, le cœur de Boumardès, c'est la Casbah. L'une des plus anciennes villes connues par ces bâtiments qui sont historiques, paysages urbains de l'époque algérienne au temps des Ottomans. Pour la Casbah, je préfère consacrer une autre jaoula spécialement Casbah de délices, comme ça pour pouvoir découvrir toutes ces belles maisons, le port et tout ce qui va avec. Voilà. Très bien. Donc en tout cas, merci pour ce partage et nous avons hâte bien évidemment de découvrir les prochaines destinations que vous nous proposerez. Merci Wahida, plaisir de te retrouver vendredi prochain.
toujours à la même heure. Donc encore une fois, je remercie donc Madame Maya Cherfaoui. Merci à vous. Bravo pour toutes les belles choses que vous faites. Et puis, on espère vous avoir bien évidemment pour d'autres thématiques. Vous serez la bienvenue et ce fut un plaisir. Et l'émission touche déjà à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous.